Bienvenue sur le podcast Le Refuge des parents. Je suis Lamia Scali et mère de 2 enfants. Nous le savons déjà, être parent c'est beau, incroyablement beau. Et c'est aussi compliqué. Mais nous n'avons pas à le vivre tout seul. À travers cette plateforme, je souhaite vous apporter des outils et astuces basés sur des recherches approfondies et ma propre expérience, à nous éduquer sur ce parcours de la parentalité où nous avons le privilège de faire partie. Cet espace est pour vous, donc j'espère sincèrement que ça vous plaira. Merci d'être là. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir pourquoi on devrait raconter des histoires, ce qui est différent de la lecture d'histoires parce qu'on les apprend et on les raconte plutôt que de les lire. Et si vous êtes comme moi, vous vous demandez peut-être pourquoi avoir besoin de cet épisode. Mais quand j'ai commencé à lire sur ce sujet, j'ai découvert l'impact puissant que la narration peut avoir sur la vie de nos enfants et même sur leurs résultats scolaires. Et c'est donc pour ça que je voulais partager ce que j'ai appris avec vous. Donc commençons par l'histoire des histoires. Les chercheurs pensent qu'à une certaine époque, tout le monde était un conteur, un narrateur. Mais à mesure que la société est devenue plus complexe, les gens ont commencé à se spécialiser dans une forme ou une autre d'art, comme le théâtre, la danse ou la musique. Les personnes qui avaient un bon sens du timing, une bonne maîtrise de la langue et une bonne mémoire sont devenus les conteurs d'une communauté. Les conteurs n'étaient pas seulement des artistes, ils étaient des historiens et des gardiens de la culture. Il semble en fait que maintenant, on utilise la narration presque seulement quand on raconte des histoires à nos enfants. Partager une histoire, c'est une expérience très différente de la lecture, et en général, tout le monde, même les adultes, aiment ces expériences. C'est pourquoi on va au théâtre et à des concerts, mais en général, on a perdu l'habitude de se réunir pour partager des histoires. Partager une histoire peut rendre l'histoire plus agréable et également améliorer une relation, parce que l'histoire, c'est un objet d'attention partagé. Et donc, quel type d'histoire on partage? Les parents peuvent se poser des questions parfois sur les idées exprimées dans les contes populaires, notamment les personnages représentant le bien et le mal, les représentations stéréotypées des femmes ou de la violence. Mais les psychologues croient cependant que les limites de l'histoire, c'est-à-dire il était une fois au début et la fin à la fin, aident les enfants à comprendre que ce qui se passe dans l'histoire n'est pas réel et qu'ils peuvent expérimenter des idées et des émotions en toute sécurité à travers des histoires, quelque chose qu'ils peuvent pas vraiment faire dans la vraie vie. Les histoires qu'on décide de raconter peuvent prendre différentes formes. D'abord, on peut choisir d'apprendre par cœur une histoire particulière, une histoire qui peut être importante pour nous. Et puis d'un autre côté, on peut aussi raconter ce qu'on appelle des histoires familiales, qui sont les histoires de nos propres familles. On parlera du récit familial dans la deuxième partie de cet épisode. Bon, quels sont les avantages de la narration étant donné qu'elle n'est actuellement pas vraiment une priorité dans notre culture? La narration n'est pas aussi courante parce que les gens ont choisi de donner la priorité à la capacité de lire plutôt qu'à la capacité de partager des histoires. Même parce que les écoles accordent aussi la priorité à la capacité de lire. Bon, donc il y a cette opinion selon laquelle que partout dans le monde, les gens ont besoin d'histoires, de les raconter, de les entendre, pour répondre à des questions existentielles comme « Qui suis-je ? Pourquoi suis-je ici ?» Un autre avantage à la narration, c'est qu'on se souvient des choses à travers les histoires. Pour se souvenir de quelque chose, il faut que ça ait à la fois un sens et une signification pour nous. Donc la raison pour laquelle de nombreux élèves peuvent se souvenir d'une série de dates et les régurgiter lors d'un examen, mais les oublier une semaine plus tard, c'est parce qu'ils veulent réussir l'examen et que ça a un sens pour eux. Et dès que le sens disparaît, la mémoire disparaît. Et pour les étudiants qui ne se soucient pas des examens, c'est beaucoup plus difficile de s'en souvenir à la base. Les histoires améliorent notre capacité à nous souvenir des choses parce qu'elles donnent un sens à des faits qui autrement pourraient sembler sans rapport ou sans pertinence. Donc les histoires retiennent notre attention. J'ai lu quelque part aussi que les enfants ont tendance à se souvenir particulièrement bien des histoires racontées plutôt que de celles qui sont lues. Le fait est qu'on utilise tous les histoires pour se souvenir des choses. L'idée, c'est que les narrateurs et ceux qui écoutent comprennent et retiennent plus facilement les informations et les concepts clés quand ils sont présentés sous forme d'histoire, et que la structure d'une histoire
améliore la compréhension de tous les types de textes narratifs, en particulier des idées abstraites comme les valeurs morales. Parce que des outils comme le rythme, les rimes, permettent au conteur de se souvenir plus facilement des histoires. Ils permettent également à l'enfant de retenir plus facilement les informations et d'agir en conséquence. Donc si vous voulez que votre enfant comprenne ou se souvienne de quelque chose, et honnêtement, on passe la majeure partie de notre vie en tant que parent à essayer de faire ça, non? Racontez-le sous la forme d'une histoire. Ça veut pas dire que chaque histoire devrait être du style de se brosser les dents sans se plaindre, mais plus pour inculquer des valeurs morales à votre enfant. Quand vous racontez des histoires, vous pouvez communiquer plus entièrement avec vos auditeurs en utilisant des outils tels que le regard, donc le contact visuel. Bon, pour conclure cette partie, je veux m'assurer que tout ça veut pas dire qu'on devrait arrêter de lire des histoires aux enfants. Il y a des moments où la lecture est très utile et comme des histoires qui sont compliquées, qui ont beaucoup de jeux de mots ou une structure de phrases assez complexe, plus de description que d'action. Et si l'histoire nécessite plus de temps à l'apprendre que vous n'en avez à consacrer, ou si l'histoire doit être racontée avec des mots parfaits, alors vous devriez plutôt la lire. Dans cette deuxième partie de l'épisode, on va introduire la notion d'histoire familiale. Il s'agit d'histoires racontées au sein des familles sur des expériences des membres de la famille, dont certaines peuvent être racontées si souvent qu'elles sont connues sous le nom d'héritage familial. Et donc il y a plusieurs idées différentes sur les fonctions des histoires familiales. Il y a cette théorie que narrer des récits familiaux inclut l'histoire familiale, la biographie et l'autobiographie, comme la naissance d'un bébé. Ça tente d'autre part d'expliquer des traits de personnalité d'un membre de la famille ou de son comportement. D'autres expliquent que les fonctions principales du récit familial sont d'abord de savoir qui on est et nos valeurs, de conserver notre famille, de rire et puis de se rappeler du passé. Une autre idée sur les fonctions du récit familial, c'est d'abord de convaincre les membres de la famille qui sont spéciaux, puis d'enseigner les méthodes de la famille pour faire face aux problèmes ou aux succès, et finalement d'aider un membre de la famille de connaître son identité. Bon, il ne fait aucun doute que les histoires familiales sont des stratégies de maintien de la culture familiale et des outils de socialisation. Elles aident les parents à partager les valeurs familiales. Et ce n'est pas seulement que les histoires familiales sont racontées par les parents pour le bien de l'enfant, mais que l'expressivité des membres de la famille est positivement associée à la force de la famille. On parle de l'importance des histoires pour l'enfant et la cellule familiale, mais on peut s'intéresser également à leur importance pour les parents. Devenir parent peut aider un adulte à donner un sens aux expériences qu'il a vécues dans son enfance, et les histoires familiales peuvent aider à intégrer les propres expériences de l'adulte en tant que jeune enfant, alors que le parent continue de construire sa propre histoire de vie. Au fil du temps, le rôle des histoires familiales évolue à mesure que le parent commence à raconter davantage d'histoires pour le bénéfice de l'enfant, sur la réussite et éventuellement sur le succès, dans le but d'inculquer ces valeurs à l'enfant. Je souhaite également mentionner l'idée d'être prudent quand on donne des stéréotypes aux membres de la famille à travers les histoires. De la même manière, si on met une étiquette sur les enfants du style il se plaint tout le temps, c'est un chouineur, ou il calce toujours, ils peuvent en fait s'approprier cette étiquette, et c'est pas quelque chose qu'on veut initier, quoi. C'est donc normal d'utiliser des histoires pour se rappeler des choses marrantes quand quelqu'un fait une erreur, mais il faut s'assurer simplement que la même personne ne soit pas toujours la cible de la blague sur le même sujet. Soyez également prudent quand vous attribuez uniquement des rôles de genre traditionnels. Dans notre famille, on rit souvent du fait que le grand-père paternel, il est constamment en cuisine. Une autre chose que les histoires familiales peuvent faire, c'est d'aider les enfants à résoudre des sentiments forts liés à quelque chose de traumatisant qui s'est produit dans la famille. Des thèmes comme le deuil, les ruptures, les fausses couches, la maladie. Les enfants peut-être veulent revivre l'événement encore et encore à travers l'histoire, peut-être avec les mêmes mots à chaque fois ou peut-être en explorant différents aspects de l'histoire. Quand on raconte l'histoire d'une expérience difficile,
on doit considérer plusieurs perspectives, ce qui nous donne l'occasion de travailler sur soi-même. Apparemment, les adultes qui écrivent sur un traumatisme qu'ils ont vécu ont moins de problèmes physiques et moins de détresse psychologique au fil du temps que les personnes qui n'ont pas écrit ou qui n'ont juste que pensé à leurs expériences. Il semble que le processus consistant à créer une description cohérente de ce qui s'est passé, à nommer, à étiqueter ses sentiments et à développer des explications sur ce qui s'est passé, aide à développer une vision plus approfondie, ce qui aide à développer un sentiment de contrôle sur l'expérience. La narration peut faire passer les facteurs de stress ressentis par un seul membre de la famille à une activité de niveau relationnel, et au fur et à mesure que l'histoire de l'événement est racontée ensemble, la famille fait l'expérience de l'accomplissement commun. Ça nous permet de réévaluer la situation, d'établir un plus grand sentiment de contrôle sur nos expériences. Et il est important de noter que des fois on a l'impression de pas faire grand-chose, mais d'être d'accord, d'écouter attentivement, de laisser à l'autre personne de l'espace pour s'exprimer, sont en réalité des moyens extrêmement importants d'aider à construire une histoire. Le conteur est principalement responsable de raconter l'histoire, mais le collaborateur l'aide à façonner, clarifier et organiser son récit, et les contributions significatives du collaborateur peuvent changer la façon dont le conteur pense l'histoire ou comprend l'expérience. Ce processus va au-delà du simple récit des événements pour tirer des conclusions sur l'expérience et son impact, sa signification ou son effet sur la famille ou sur des membres particuliers de la famille. Et donc la façon dont on travaille avec notre enfant pour raconter ensemble une histoire sur un événement important aide à développer un modèle sur la façon dont cet enfant fait face ou fera face aux événements à l'avenir et influence également la façon dont nous, en tant que parents, et eux, en tant qu'enfants, réagissons, pensons et ressentons à propos de nos relations et de nos vies. Comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, quand on raconte les histoires pendant des générations, ça devient des héritages familiaux. Ce qui m'a fait réfléchir parce que mon père raconte d'où on vient et nous raconte des histoires sur le nom de notre famille. Et personnellement, j'ai toujours apprécié apprendre sur notre famille. Et j'ai toujours aimé écouter mon père raconter toutes ces histoires. Mais ces histoires de type héritage peuvent avoir tendance à communiquer des messages assez simples comme les fils sont importants, par exemple, et peuvent à la fois activer ou contraindre l'identité familiale et la perception que les membres de la famille ont d'eux-mêmes. Mais il faut reconnaître que les personnes ont un certain niveau de contrôle sur leur identité. Mais bon, les identités sont également limitées par la famille et la culture. Alors pour conclure, je vous invite à réfléchir sur le récit que vous avez certainement intériorisé sur votre identité ou votre place dans une unité familiale depuis votre enfance. Et comment ces récits s'intègrent-ils à la façon dont vous espérez élever votre enfant? Et puis si votre enfant ou votre famille a vécu un événement stressant récemment, est-il possible que vous puissiez utiliser la narration pour l'aider, et même vous-même, et même votre famille, à gérer cet événement? Du moins, on peut garder en tête cet outil. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Merci encore d'avoir écouté. Le Refuge des parents, c'est un podcast de parents curieux. Vous pouvez l'écouter sur Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes de podcast. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à laisser des commentaires, à mettre des étoiles. Vous pouvez aussi me contacter sur info@lerefugedesparents.com. À bientôt pour le prochain épisode.